tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour la comparaison de Loin des îles Mauves, le tome 1, La Sans Soleil de Chloé Chevalier. Tome dont j'ai lu la suite et la fin, La Sans Étoile, pardon, et le Sans Soleil. Voilà, mais Mélie ne l'a pas lu, donc je n'en parlerai pas sur cette comparaison-ci. Merci de me protéger des spoils. Je vous en ai déjà parlé moi pour ma part dans mon bilan du Sweetie Gourmet Challenge. Je savais pas qu'on allait en faire une comparaison. Écoutez, au moins ça nous permet de discuter parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui sont abordés. Je vais essayer de vous faire un résumé. Sachant que finalement sur un tome qui comporte, il y a quoi, il y a 400 pages ? Ouais, 400 pages. On va dire qu'il y a vraiment 3 voire 4 grandes périodes à travers laquelle on va suivre tout un groupe de personnages et un en particulier qui est vraiment central à tout le récit. Il s'agit de Ivanel. Ivanel, c'est un héros qui vit sur l'île d'Aril, entouré de ses compagnons. Ce sont des îles qui sont très très loin. C'est un océan, je ne sais pas. Mais a priori, je dirais dans le nord par rapport à l'Empire et au royaume du Demi-Loup, puisque ça se passe dans le même univers. Et sur ces îles, on retrouve des Leif, un peuple. Alors j'ai eu un peu de mal avec les descriptions, hein, je vous avoue. Visiblement ce sont des hommes, déjà principalement ce sont des hommes de sexe mâle qui sont humanoïdes, de très grande taille, de très grande force pour la plupart, avec des couleurs de cheveux, couleurs d'yeux et autres caractéristiques physiques un petit peu particulières, mais sinon globalement ce sont des humanoïdes. Et donc ils ont grâce à leurs caractéristiques physiques le monopole de la pêche autour de ces îles et ils y vivent plus ou moins en harmonie avec des humains, tout ce qu'il y a de plus classique, dont fait partie Ivanel. Et ces humains sont les seuls qui, en termes reproductifs, permettent à leur race à eux de survivre. Donc en fait, il y a une espèce d'interdépendance en mode, ils ramènent le poisson, tout ça, sur les îles, et en échange, on va dire, leur seule façon à eux de faire évoluer leur race et leur espèce, c'est de procréer avec des humains. Voilà. Il se trouve que cette île fait partie d'un ensemble d'îles qui a chacune son petit fonctionnement social entre ce mélange entre les Leif et les humains. Il y en a où il y a un peu plus de mixité, il y en a où au contraire ça s'est très très mal passé et du coup il n'y a plus du tout de mixité entre les Leif et les humains. Et il y a cette volonté sur Aril de mettre en péril la race des Leif pour se venger de l'injustice qui leur a été faite. Voilà, en gros, ça passe par une supercherie concernant le genre des différents protagonistes qui leur est imposé à la naissance par quelqu'un d'autre. On va leur dire, bon bah voilà, toi tu fais partie de telle catégorie de la population, tu feras ça dans la vie et c'est tout. Tu dois cacher ton genre, tu dois t'habiller comme ci, manger comme ça. Et d'autres, bah voilà, toi pour le coup tu vas être dans telle catégorie et tu feras que ça de ta vie. Donc c'est un peu la base. Et au-dessus de ça, au-dessus de tout ce microcosme qui déjà en termes de construction politique prend beaucoup d'espace et avec pas mal de ramifications, beaucoup d'idées du passé, des volontés pour l'avenir, c'est déjà quand même assez important dans l'histoire. On rajoute à ça l'Empire qui a décidé que finalement les eaux dans lesquelles se trouvent ces îles leur appartiennent, qui monopolise les eaux pour faire la chasse à la baleine et qui affame peu à peu les deux peuples puisqu'ils empêchent les Leif d'aller pêcher. Et donc c'est la famine qui s'abat sur les îles. Et là-dedans, Ivanel et un groupe de compagnons mixtes, donc Leif et humains, voilà, se rassemblent plus ou moins volontairement et décident plus ou moins de façon commune d'aller lutter contre l'Empire en allant les rencontrer qui dans l'Empire eux-mêmes ils n'en savent pas grand-chose, pour obtenir qu'on leur laisse pêcher et qu'on les laisse pas mourir de faim. Voilà le début de leur quête. Du coup, on a affaire à Ivanel et quelques-uns de ses compagnons d'enfance qu'elle connaît bien, qui ont tous chacun à la fois eux un but pour eux et à la fois un but commun pour leurs îles. Ils sont tous plus ou moins projetés volontairement dans cette aventure
parce qu'il va se passer des petites choses qui va un peu changer les plans de quelques-uns. Et ils vont se retrouver du coup à devoir faire face à une culture, à un fonctionnement politique, administratif qu'ils ne connaissent pas du tout, à une langue qu'ils ne connaissent pas du tout non plus. Et à travers ça, on va aborder énormément de sujets et Chloé Chevalier les aborde d'une manière à la fois subtile, à la fois en les disséminant par-ci par-là. Elle le fait très très bien et en même temps on aimerait en savoir plus, que ce soit davantage creusé. Voilà, c'est ce qui est très fort dans cette saga, c'est la façon dont elle aborde tout plein de sujets, dont elle ouvre des portes à la réflexion, sans forcément elle-même se mouiller, je pense. Ce qu'on observe là, comme dans Récit du Domilou, en fait, c'est la présentation de différents systèmes sociaux et étatiques qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui en même temps sont pas tellement creusés plus que ça. Et du coup, je pense que l'idée, c'est vraiment de montrer la diversité des choses et peut-être de pousser le lecteur à s'interroger sur ce que lui aimerait et ce qu'il trouverait le plus juste, tout en présentant à chaque fois le contre-argument qui dit oui, ok, alors cette partie-là, ça a l'air plus juste, mais par contre, la contrepartie, c'est que il y a ça à gérer de telle façon. C'est intéressant, mais voilà, peut-être pas assez... Enfin, peut-être un peu trop survolé. On a quand même un système ségrégationniste, j'ai envie de dire, sur Haril, avec vraiment cette opposition entre les Leif qui dominent, en tout cas c'est comme ça que le vivent les humains, et les humains du coup qui se cachent. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça que c'était présenté. On a d'autres îles où c'est un peu plus mixte, mais on sent quand même que le passif entre les deux peuples, ça se passe pas hyper bien non plus. Il y a une forme de... Ouais, on peut parler de racisme, puisque il y a pas vraiment... Enfin, il y a une des deux parties qui n'est pas vraiment humaine. Il y a la présentation d'une forme d'anarchiste. Il y a l'empire qui est genre capitaliste plus. Et dans cet empire, à un moment donné, on va rencontrer et se lier particulièrement à la classe ouvrière et à une lutte pour, j'imagine, le socialisme. Donc voilà, on essaie d'aborder beaucoup de choses différentes. Je vous ai dit, on va dire 3-4 grandes étapes avec au tout début l'introduction et le départ d'Haril. Qui finalement s'étend pas mal, je trouve. Il y a toute une partie de voyage en bateau que j'ai trouvé très bien décrite pour le coup et assez immersive. On a une seconde partie où vraiment ils vont devoir tout bouleverser, découvrir, reprendre leur marque, se faire un peu marcher dessus et finalement peut-être la troisième partie, les solutions qui émergent à peu près. Voilà comment je le découperais grosso modo, parce que sinon c'est vrai que c'est 3 blocs qui sont quand même relativement denses et il se passe beaucoup de choses en pas beaucoup de pages, je trouve. Ouais, et le rythme est assez inégal parce qu'en fait, la partie où il y a le plus d'action, enfin il y a de l'action avant quand même, mais la partie où il y a le plus d'action, c'est dans une sorte de révolution qui a lieu tout à la fin et qui est, à mon goût, était un petit peu courte. Après, ça va être sur c'est des questions qui vont être davantage élaborées dans le tome 2. Mais voilà, du coup j'ai trouvé ça un peu étrange au niveau du rythme, mais en même temps je trouve ça plutôt justifié et je comprends les raisons pour lesquelles l'autrice a fait ce genre de rythme et aussi n'a pas davantage approfondi cette partie révolte qui était très intéressante, mais qui en même temps n'était pas le cœur de la quête des personnages principaux en fait. Mais en même temps, je trouve que ça pose aussi la question de se demander quel est vraiment le cœur du récit, parce que quand on nous présente le fonctionnement d'Haril au début, avec tous les stratagèmes qui sont mis en place pour s'opposer au Leif, mais en restant caché, on se dit bon voilà, ça va être ça le cœur du roman, ça va être cette lutte de pouvoir, cette forme de révolution-là. Et en fait, après, on change complètement et non, on n'y est pas du tout. Je trouve que la partie en bateau, même si elle est très très bien faite, même si je l'ai adorée, même s'il y a différents types de bateaux, même s'il y a beaucoup de découvertes, enfin voilà, toute cette partie-là, pour le coup, je l'ai trouvée longue. C'est une forme de mise en place, je trouve, des relations entre les personnages, d'explication là aussi de différents systèmes et de la découverte, mais j'ai trouvé que par rapport au reste, justement, dont parle Mélo, ça prend quand même beaucoup de place. Et encore une fois, ça peut perdre un peu le lecteur au sens où voilà, là c'est bon, le lecteur a compris que finalement la lutte de pouvoir sur Haril, ce serait peut-être pas le sujet du roman. Ensuite ils sont là perdus dans les mers, on se dit est-ce que ça va être une espèce de quête pour montrer que voilà, vivre, enfin
la différence de genre, la différence d'identité sur une seule zone très très resserrée, vivant en autarcie, c'est peut-être ça un sujet aussi, mais en fait non. Voilà. Du coup, peut-être que ça faisait beaucoup de pistes avec le manque d'une ligne directrice pour le lecteur. Et en fait, ça rejoint une chose, c'est que c'est complètement le cas des personnages. Les gars, ils sont perdus, et tout au long du roman, ils sont complètement perdus, parce que leur mantra, c'est « on verra après ». Voilà, à chaque difficulté qui leur arrive, il y a un but très très lointain, mais il n'y a aucun jalon pour y arriver, c'est vraiment d'abord on survit, et puis on verra après. Et c'est ça qui m'a surpris avec ces personnages, c'est qu'il y a une espèce d'absence d'anxiété ou d'angoisse que nous on aurait avec nos connaissances qu'on a du système de l'Empire, qui n'est pas vraiment notre système politique à nous, mais qui ne s'en éloigne pas tant que ça, comparé à le gap qu'il y a entre leur système à eux et le système de l'Empire. C'est des gens qui vont sans la connaissance de la culture, enfin voilà, ils vont vraiment dans le brouillard complet, ils vont se retrouver dans un lieu immense, avec un fonctionnement immense, une machinerie derrière politique et sociale énorme, ils n'y connaissent rien, et du coup ils y vont avec une absence d'angoisse, enfin, ils sont quand même un peu stressés, mais voilà, ils ne font pas du tout ce qu'on s'attendrait à ce qu'ils fassent, qu'ils prévoient, qu'ils s'inquiètent énormément pour certains des personnages quand ils se retrouvent séparés, et quand en fait, ils réalisent pas l'énorme machinerie qui est juste derrière eux et qui va les engloutir. Et c'est ça qui est extrêmement bien fait aussi et très bien joué de la part de l'autrice, c'est qu'on est face à des personnages du coup qui ont un but lointain et qui ne réfléchissent pas à un plan extrêmement cohérent. C'est un peu comme des enfants ou des adolescents qui imaginent leur vie à long terme. Et d'une manière un petit peu facile. En même temps, c'est ce qui peut-être leur permet aussi d'accomplir autant de grandes choses. Voilà. Ouais, c'est complètement idéalisé. C'est-à-dire que au tout départ, en plus au départ, on dirait qu'ils sont préparés parce qu'il faut une checklist en mode bon bah voilà, le bateau, temps de vivre pour l'aller, le retour, temps de ci, temps de ça. Ils sortent de leurs îles en se disant que leur système doit fonctionner partout pareil. Alors qu'ils ont la preuve, par le fait même que l'Empire soit là et prenne possession de leurs eaux sans demander leur avis à personne, qu'en fait leur système n'est pas du tout le même ailleurs. Donc c'est ça qui devrait les inquiéter. Mais ça leur passe un peu au-dessus visiblement. Oui. Je dirais que la seule qui a ce type d'inquiétude, c'est Ivanel, donc, qui sera notre personnage principal, central. Et en fait, on comprend bien qu'au début, elle s'est pas du tout penchée sur le sujet parce que elle comptait pas partir avec eux. Et donc elle était un peu en mode, bon bah voilà, c'est une bande de gros idéalistes, ils font un peu ce qu'ils veulent, moi, je m'en lave les mains, ça m'intéresse pas dans le détail. Et du coup, quand elle est confrontée à ce genre de problématique, on sent bien qu'elle, qui a besoin, et ça c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé moi parce que je m'y retrouve un peu, qui a besoin que les choses soient cadrées, préparées, anticipées, et elle-même, elle se retrouve dans une situation où il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard, à part se laisser porter et se dire, bon bah, on verra plus tard. En fait, on est face à des personnages qui ont ça va être un peu ça va être un peu péjoratif ce que je vais dire, alors que ça ne devrait pas, mais un mode de fonctionnement, une culture, des connaissances un peu rudimentaires, qui vont être projetés dans un monde, dans un système de fonctionnement complètement différent, et ils vont essayer de résoudre leurs quêtes, leurs objectifs, leurs problèmes via des solutions aussi rudimentaires, et petit à petit ils vont devoir élaborer des plans un petit peu plus complexes et en apprenant au fur et à mesure la langue, le fonctionnement, etc. C'est quelque chose que j'ai trouvé très bien fait, hein. D'ailleurs la façon dont Ivanel, qui est assoiffé de connaissances et de découvertes, découvre ce monde de l'Empire. On lui dit, ah bah non, nous c'est pas du troc, nous on compte avec des petites rondelles en cuivre là, des sonnantes et des trébuchantes, mais pour ça il faut savoir compter. Et on lui dit, bon bah est-ce que tu sais compter jusque 450? Et sa réponse c'est de dire, mais pourquoi j'aurais besoin de compter jusqu'à 450? J'ai besoin de 3 poissons dans ma journée, pas plus. Donc voilà, il y a vraiment cette question d'échelle et de dimension qui s'applique à tous les sujets, parce que eux ils vivent vraiment à toute petite échelle sur leur île, à l'échelle d'une micro-communauté.
VS un mastodonte qui est absolument inimaginable de leur point de vue. Et je trouve que l'autrice rend très très bien ce genre de problématique-là. Et à côté de ces réflexions sociopolitiques, des réflexions sur le genre, sur les hommes, les femmes, il y a aussi énormément de réflexions sur la camaraderie, les relations amicales, amoureuses, familiales, qui seront davantage encore poussées dans le tome 2. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a ce noyau fort de ces 4, 5, 6 personnages qui viennent d'Aril. Et à la fois, il y a ce côté très entraide et ils vont voler au secours des uns et des autres. Et à la fois, parfois, ils en laissent un ou deux partir faire sa vie ou partir se faire emprisonner sans faire grand chose, en disant bah voilà, on va faire ça, 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 et puis ça nous mènera à la libération de un tel, avec encore une fois assez peu d'angoisse. En même temps, ils n'ont pas trop le choix, enfin, il faut agir plutôt que stresser à ce moment-là. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont ça a été fait, et en même temps, ça donne un côté un peu étrange à cette camaraderie qui parfois n'est pas si fraternelle que ça. C'est même pas comme s'ils se basaient, on vient de le dire, sur des jalons ou des connaissances qu'ils auraient qui feraient que le plan est logique. Non, non, c'est vraiment en termes de priorité, je trouve que la priorisation passe la camaraderie carrément en arrière, alors que on pourrait s'attendre à ce qu'ils se disent ensemble, on est plus fort, on va plus loin. Alors qu'en fait, ils acceptent finalement de se dissocier. Ils savent pas pour combien de temps, mais ça a pas l'air de les paniquer plus que ça. Ils ont juste ce truc de se dire ouais, on se reverra. Eh oui, mais on se reverra, mais si vous faites rien pour spécifiquement, qu'est-ce qui vous dit que ça va le faire? Et j'ai trouvé que finalement, ils se reposaient beaucoup sur leur chance. Et c'est beaucoup ce qui va se passer et ce qui va leur arriver. Comme ils n'ont rien prévu, ils sautent d'opportunité en opportunité. On voit que 2-3 fois, ça se passe pas super bien. Mais sinon, globalement, c'est de la chance, en fait, qui les entraîne vers l'avant, toujours. Pas grand-chose de plus, quoi. Et on ajoute à ça le rythme dont on a parlé, qui donne une temporalité un peu bizarre. Et finalement, l'un dans l'autre, ils se séparent en se disant on va se retrouver. Mais en même temps, il y a aussi la dimension temporelle où on se dit bon bah voilà, il y a un des personnages qui sort complètement de leur champ d'imagination, de possible, de contrôle. On ne sait pas pour combien de temps, et ça les inquiète pas du tout. Enfin... D'ailleurs, il y a cette notion de temps qui, du coup, ne nous est pas partagée de la manière dont on s'attendrait, parce que les personnages n'ont pas le même calendrier que nous. Je ne sais même pas s'ils tiennent réellement un calendrier. Enfin, ils ne comptent pas les jours comme nous, et donc, en fait, on n'a pas ces indications en début de chapitre, ou enfin, comme on a l'habitude des fois dans les récits de fantasy, des indications de temps qui, nous, en tant que lecteurs, auraient peut-être pu nous aider à comprendre la dimension de certaines choses, parce que, par exemple, on a l'impression que certaines choses vont très lentement ou très vite, alors qu'en fait, dans le récit, c'est peut-être pas passé tant de temps que ça, ou peut-être un peu plus de temps que ça, qui leur a permis de... par exemple, pour l'apprentissage de la langue, moi j'ai trouvé qu'ils l'avaient appris très rapidement. Alors je peux comprendre que certains personnages peuvent avoir des facilités, que le fait d'être dans la nécessité, baigner que dans une autre langue, il faut absolument trouver des solutions et tu finis bien par apprendre, mais je trouve qu'ils apprennent à parler très bien et très vite. Alors peut-être que c'est une langue assez facile à apprendre, je ne sais pas, mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu facile, mais c'est peut-être juste parce qu'en fait il s'est passé bien plus de temps que ce que je pense en fait. Le temps pour le personnage d'Ivanel est rythmé par ses menstruations. C'est comme ça qu'elle compte en fait, c'est comme ça qu'elle sait qu'il s'est écoulé, visiblement elle doit être très très bien réglée parce qu'il s'est écoulé à peu près 28 jours ou 3 semaines ou, voilà, ou plutôt 3 fois 7 jours. Sauf qu'en fait, on va complètement s'écarter, je veux dire, il va se passer un long passage de révolution, tout ça, on va complètement s'écarter de ce comptage de temps. Et d'un seul coup, elle va dire « Ah, mais combien de temps il s'est écoulé ?» A posteriori, elle va dire « Ah oui, en fait, il s'est écoulé 3 mois. » Et ça veut dire que nous, en tant que lecteurs, quand on découvre la première partie, où on a l'impression qu'il s'est passé soit pas grand-chose, soit énormément de choses, on a l'aspect temporel qui est placé vraiment après. Donc du coup, c'est difficile de revenir ensuite en arrière et de se dire « Ah, mais ce truc-là que moi, je me suis imaginé se passant en 2 semaines, en fait, il s'est écoulé 2 mois. » Ce personnage d'Ivanel, je l'ai énormément aimée et en même temps j'ai eu beaucoup de peine pour elle par certains moments parce que elle se retrouve projetée dans une quête qui n'est pas la sienne. Personne ne prend le lead, elle le fait et elle le fait très bien en restant toujours attachée à ses valeurs et à respecter ses valeurs. Et aussi en pensant à toutes les autres personnes et à même des gens, enfin voilà, un peuple qui n'est pas son peuple, avant de penser à elle-même. Et voilà, elle le fait
du mieux qu'elle peut le faire. Forcément, il y a des conséquences des fois qui ne sont pas ce qu'elle avait imaginé ou pas ce qu'elle aurait souhaité. Et par derrière, il y a ses meilleurs amis qui viennent lui reprocher d'avoir pris un lead que personne ne voulait prendre. Il y a une dimension en termes de relations, en termes de réflexion, d'équilibre sur les relations, de respect d'autrui, etc., qui est vraiment très poussée. Encore plus dans le tome 2 évidemment. Et ça rend chacun des personnages très attachants, bon, particulièrement Ivanelle, que j'admire énormément, et je pense qu'à la fin des 2 tomes, on peut tous être très très fiers d'elle, je pense. Mais les autres personnages aussi sont très intéressants, ils apportent encore d'autres réflexions, d'autres dimensions, ils ont d'autres personnalités presque tout aussi attachantes. C'est au goût de chacun. Et voilà, et ça apporte des réflexions sur le couple, sur la famille, sur l'éducation, sur certains choix de vie, etc., qui est très intéressant. Voilà, qui n'est pas forcément extrêmement poussé dans le tome 1 en tout cas, ni même dans le tome 2 pour certains sujets, mais voilà, c'est disséminé par-ci par-là et ça donne un récit extrêmement riche, extrêmement foisonnant et extrêmement intelligent. Et je pense que je conseillerais davantage cette saga plutôt que le Dumilou. Cette saga est à lire par tout le monde, je pense qu'alors que le Dumilou, c'est pas forcément destiné à tout type de lecteur. Je partage entièrement le point de vue de Mélo. À mon sens, ce livre-là pourra séduire beaucoup plus de lecteurs que le récit du Demi-Loup qui propose peut-être plus de anti-héros. Il y a ça aussi, je pense. Là, on est quand même sur des héros, bien qu'ils soient complexes et qu'ils aient de multiples facettes, et que ces facettes soient multipliées encore par le fait qu'ils soient plusieurs et qu'ils aient chacun leur personnalité, mais aussi leur identité. La question de l'identité est quand même centrale et revient à plusieurs moments dans le récit. L'identité et le choix et le consentement, on va dire que c'est quand même 3 gros sujets qui lancent l'histoire. Voilà, après toutes les ramifications qu'il y a, c'est encore d'autres choses, mais et ça déjà ce sont 3 choses qu'on a beaucoup moins dans le récit du Demi-Loup, et donc qui aident à en faire un récit hyper intéressant et surtout qui doit, je pense, être lu par tout le monde. Enfin voilà, c'est une de ses forces. Le fait qu'il n'y ait pas de tabou sur beaucoup de sujets, que ce soit les relations sexuelles, que ce soit, d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis relations, sur la sexualité tout court, sur les menstruations, encore une fois, sur les besoins primaires qui ne sont pas que les menstruations. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne trouve pas souvent dans de la fantasy. Là-dessus, Chloé Chevalier est vraiment très forte et très intéressante. Et du coup, il y a, je trouve, moins de anti-héros. Enfin, je veux dire, moi, il n'y a aucun personnage que j'ai complètement pris en grippe en me disant mais pourquoi il agit comme ça, franchement, c'est un gamin gâté, voilà. Je ne fais absolument pas référence à un personnage de récit du Demi-Loup, mais voilà, je trouve qu'il y a moins ce côté anti-héros, peut-être. Et il y a aussi l'effet, je pense que récit du Demi-Loup, c'est... On en a déjà parlé, on vous remettra la comparaison, il est excellent, moi j'ai adoré en tout cas le premier tome et ce que j'en ai lu pour l'instant, mais le fait que ce soit des récits racontés, ce qui est un processus de narration qui est très intéressant et qui permet de mettre en lumière différentes scènes et différents points de vue sur différents événements historiques. Là, c'est le récit à la première personne du singulier avec un point de vue interne d'une histoire qu'elle est en train de vivre, ce qui est complètement différent comme processus narratif que de conter quelque chose. Je trouve que le rapport à l'action, notamment, parce qu'on l'a dit, un récit du Demi-Loup, c'est pas... ça prend son temps, et il y a de l'action, mais de l'action racontée. Là, c'est de l'action qui est vécue, avec les sentiments, avec les émotions, avec les traumas physiques, psychiques, qui se passent à l'instant T. Et du coup, c'est peut-être plus embarquant. Ça embarque peut-être davantage le public. Oui, et dans cette saga, c'est des thématiques qui sont extrêmement transposables à notre monde à nous, à notre fonctionnement à nous. Bon alors, dans les récits du Demi-Loup aussi, il y a certaines choses sur ce qui était les réflexions autour de l'éducation, un certain fonctionnement politique. Mais voilà, c'était centré que vraiment sur le fonctionnement du Demi-Loup, et donc du coup, il y avait moins de ramifications et moins de thématiques abordées que dans celui-ci, qui sont beaucoup plus proches des nôtres. Peut-être aussi parce que ça s'adresse à un public légèrement plus jeune, même si globalement, pour moi, je l'aurais mis en adulte en fait. Je trouve que c'est très trompeur. Je trouve que les couvertures et la collection R, il me semble, de Robert Laffont est destinée à des adolescents
pour moi c'est classé ado, donc voilà, pour moi c'est jeune adulte, voire adulte. Non pas qu'il faut pas le lire plus tôt, mais je trouve que y a quand même un gros gap. Vous voyez par exemple dans la collection R de chez Robert Laffont, si je dis pas de bêtises, il y a La Faucheuse. La Faucheuse, c'est à mon sens très clairement pour les ados. Voilà, là on est sur des sujets qui sont plus deep, sur des sujets qui sont plus profonds, et encore une fois, l'absence de tabou. C'est très important de sensibiliser tous les jeunes publics à ce genre de sujet, mais comme c'est pas fait à l'heure actuelle, ça sort ce roman-là de la majorité, de la norme, et du coup il peut y avoir cet aspect un peu ok, on parle des menstruations, est-ce que c'est pas pour les un peu plus grands? Alors que dans la vraie vie, on sait bien que non, ça devrait pas l'être, mais à l'heure actuelle, par rapport à ce qu'il y a sur le marché, c'est le cas. Les collections sont quand même, pour moi, ça cible davantage des ados. Je sais pas, parce qu'en même temps, c'est pas non plus les couvertures d'autres collections. Genre, il y a la sélection dans la collection R par exemple. On n'a pas de personnages dessus, il y a énormément de détails et c'est pas si accrocheur. J'aime beaucoup les couvertures, hein. Mais si, moi je trouve que ça ressemble un peu des fois à certaines couvertures de SF pour adultes. Mais en plus joli. Je sais pas, moi je trouve ça super accrocheur, la coloration. Ah ouais? Ah ouais. Moi je trouve la couverture un peu trompeuse, mais sur le public visé. Et du coup, peut-être pour achever de vous convaincre, si tout ça ne vous a pas déjà convaincu, à lire le tome 1, vous pourrez retrouver dans le tome 2, en plus de l'approfondissement de toutes les thématiques abordées dans le tome 1 et de toutes les relations, etc., également des notions sur la morale, l'éthique, des questionnements sur les conséquences, notamment écologiques, de certaines décisions qu'on peut prendre, de certaines décisions globales qu'on peut prendre. Des questions aussi sur une certaine entreprise de vente de choses. C'est pas très illicite non plus. Vous comprendrez quand vous y serez. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces tomes, ce que vous pensez des personnages, si vous êtes d'accord avec nous, surtout à propos d'Ivanel. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé, elle m'a beaucoup touchée vraiment. Voilà. Pareil, ce que je dirais pour conclure, c'est vraiment, j'ai été très très touchée par ce personnage principal d'Ivanel et par les relations qu'elle essaie de tisser avec son entourage, alors qu'on sent que c'est quelqu'un qui est profondément introverti. Et toutes ses réflexions, sa découverte, vraiment sa personnalité est très touchante et moi j'ai aussi beaucoup apprécié et j'ai très envie, bien sûr, de lire le tome 2 et de découvrir tous les autres sujets et toutes les réponses que j'espère trouver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Chloé Chevalier, que ce soit dans ce livre-là ou dans les récits de 2012, selon vos préférences, c'est une autrice francophone à découvrir absolument, sur de la fantaisie de très bonne qualité. Il ne faut pas hésiter à y aller. En attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.